368 millions de dollars pour appuyer la balance de paiement de la Banque centrale du Congo. C'est le montant que vient de disposer le Fonds monétaire international à la RDC. Une bonne nouvelle pour le gouvernement Ilunkamba qui a répondu à toutes les exigences du FMI. Ouverture ce mardi du séminaire gouvernemental sur le leadership et la gestion des finances publiques. Les membres de l'exécutif provincial sont en formation de renforcement des capacités sur les finances publiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé hier lundi la réunion du Conseil des ministres ensemble avec le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et les membres du gouvernement. Ils ont évalué la situation générale du pays. Suivi un extrait choisi du compte-rendu de la réunion avec le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Rendu de la 14e réunion du Conseil des ministres. En raison des obligations d'État du chef de l'État, la réunion du Conseil des ministres initialement prévue le vendredi 13 décembre 2019 s'est tenue ce lundi 16 décembre 2019 à la Cité de l'Union africaine sous la présidence de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État. 5 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres du 6 décembre 2019. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. De la communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La communication du Président de la République était articulée sur 3 points, à savoir les retombées de son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les 2 chambres du Parlement, réunies en congrès le vendredi 13 décembre 2019, la persistance des catastrophes naturelles dues aux dernières pluies diluviennes et l'urgence absolue de mettre en application toutes les mesures prises par le gouvernement au cours des dernières réunions du Conseil des ministres. Les sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Hassi, propriétaire de la société Pain Victoire et toutes ses filiales. Concernant son discours sur l'état de la nation, le président de la République a considéré son message comme une action d'évaluation de ces 10 premiers mois depuis son accession à la magistrature suprême, mais aussi comme une série d'engagements que les membres du gouvernement doivent s'approprier comme boussole à la réalisation du programme gouvernemental. Des évaluations mensuelles devront être faites sur l'exécution de ces engagements. En ce qui concerne la persistance des catastrophes naturelles dues aux dernières pluies diluviennes, le chef de l'État a instruit les membres du gouvernement concernés de prendre des dispositions nécessaires sous l'autorité du Premier ministre pour anticiper les événements en établissant la cartographie des zones à risque et identifier des constructions anarchiques sur les ouvrages publics en vue de prendre les mesures qui s'imposent pour minimiser les risques de catastrophes à l'origine des dégâts humains et matériels importants. S'agissant des sanctions du département du Trésor américain contre M. Saleh Hassi, propriétaire de la société Pain Victoire, Mino Congo, Interaliment, Transgazelle et autres, accusés de financement des activités de Hezbollah, mouvement terroriste, il a été annoncé la prise de mesures conservatoires suivantes. 1. La Banque centrale du Congo a écrit à l'Union congolaise des banques pour que les avoirs de M. Saleh Hassi et de toutes ses entreprises soient gelés, ainsi que le gel de toutes les transactions à partir de ses comptes. 2. Pour éviter les effets néfastes de ces mesures sur l'économie et les populations, il a été décidé la nomination d'un administrateur indépendant en attendant une solution pérenne, et ce, conformément aux prescrits de la décision du département du Trésor américain.
La RDC vient d'accéder aux allocations du FMI évaluées à 368 millions de dollars américains. La question a fait l'objet de la réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba. Au sorti de l'audience, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, a fait le point au micro de Françoise Bouella et Pompomba. Ils ont tous participé au deuxième forum national sur l'évaluation de la décentralisation organisé à Kinshasa. Venus échanger avec le Premier ministre Ilunga Ilunkamba ce mardi 17 décembre, les gouverneurs des 26 provinces sont revenus sur ce que représente la Caisse nationale de péréquation pour nos provinces. La Caisse de péréquation qui est un instrument qui permet le développement des provinces les moins nanties. La Caisse de péréquation qui est une solution au fameux problème d'inégalité, de redistribution du revenu national à travers la République. Les motions à temps et à contre-temps visant les gouverneurs, dénoncées par le chef de l'État lors de son discours sur l'état de la nation, sont aussi indexées par ceux qui en sont victimes. Oui, le Premier ministre a été très positif. La réunion était utile puisque à l'issue de la réunion, il y a des solutions qui sont trouvées déjà. Un peu de patience. Le budget 2020 venait d'être voté, adopté par le Parlement et qu'il n'entrera en exécution que l'année prochaine, dans quelques 2-3 semaines, par rapport au retard de paiement de nos assemblées provinciales, de nos gouvernements provinciaux. D'ici là, toutes nos institutions vont être payées. Ilunga Ilunkamba le sait pertinemment bien. Laisser décoller les provinces favoriserait l'expression de la démocratie. Vous avez compris que je suis vite allée en besogne. Il s'agissait de la Caisse nationale de péréquation qui vient résoudre la question d'inégalité entre les provinces, sujet au centre des échanges ce mardi entre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba et les gouverneurs de province. Je le dis, je viens de le dire il y a quelques minutes, la RDC vient d'accéder aux allocations du FMI évaluées à 368 millions de dollars américains. La question a fait l'objet de la réunion de conjoncture économique présidée par le Premier ministre. Au sorti de l'audience, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean-Baudouin Maillot, a fait le point au micro de Françoise Bouella et Pompomba. Test concluant pour la République démocratique du Congo. Après une discipline prouvée dans la gestion des finances publiques, le Fonds monétaire international a accordé des crédits pour soutenir la balance commerciale. C'est le fruit d'une série de discussions et vols entre Washington et Kinshasa. Gouvernement et FMI se devaient des échanges pointilleux sur la matière que maîtrise le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, docteur en économie. Il y a lieu de souligner le fait que la revue avec le Fonds monétaire international sur le programme a été fait et cette revue-là est concluante dans la mesure où la RDC vient d'accéder aux allocations de 368 millions de dollars au titre d'appui à sa balance commerciale. Et le gouvernement, sous la direction du chef de l'État, a pris l'engagement de poursuivre les efforts. Le comité de conjoncture a été aussi saisi par Madame la ministre de l'économie sur la situation de crise de maïs, encore une fois de plus, cette fois-ci dans la province du Kasaï central. Le Premier ministre a demandé au gouverneur de cette province de se mettre en contact avec la ministre de l'économie ainsi que le ministre du commerce extérieur pour examiner à fond cette situation et pouvoir y apporter des solutions idoines. Le ministre des PME a présenté la situation préoccupante de l'Office de petites et moyennes entreprises, l'OPEC en sigle, dont le fonctionnement ces derniers temps éprouve beaucoup de difficultés car les sources de financement sont devenues pratiquement inopérantes.
La réunion hebdomadaire de conjoncture économique a aussi évalué la note de conjoncture présentée par le vice-premier ministre, ministre du Plan. Elle juge relativement stable la situation économique. Et puis le Conseil national d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver le programme de référence signé au mois de novembre dernier avec la République démocratique du Congo. Une bonne nouvelle pour le gouvernement Ilunkamba qui vient d'obtenir 368 millions de dollars américains pour appuyer la balance de paiement de la Banque centrale du Congo. Pour arriver à ce résultat, le gouvernement de la République a satisfait à toutes les exigences du FMI. Guy Matundu. C'est un apport appréciable et considérable du Fonds monétaire international à la République démocratique du Congo. Ce programme s'étend jusqu'en 2020 et est assorti d'un apport de 368 millions de dollars américains de soutien à la balance de paiement. Quoi qu'on en dise, et contrairement à des prévisions des oiseaux de mauvais augure, la RDC s'installe confortablement sur la scène internationale. Grâce à la diplomatie agissante et un lobbying sans faille, le président Félix Antoine Tshisekedi a replacé le pays sur orbite et a à la place qu'il mérite, comme il l'a dit lors de son discours devant le Parlement, un pays qui doit être la locomotive de l'Afrique. Parallèlement à tous les investisseurs qui se bousculent au portillon de la RDC, le très difficile, rigoureux et regardant FMI, Fonds monétaire international, vient d'approuver le programme du président Félix Antoine Tshisekedi. Ces résultats est consécutive à un travail en interne de l'exécutif congolais dans la rigueur de la gestion des ressources disponibles et dans la bonne tenue des finances publiques. Sur demande du chef de l'État, l'argentier du pays, Sélé Yalagouli, a usé de toute sa science pour convaincre le partenaire à Kinshasa lors des différentes missions des institutions financières internationales, à Abidjan, au siège de la Banque africaine de développement, à Washington, siège des institutions de Bretton Woods, et au finish, le pays vient de décrocher cet appui budgétaire. Ce qui, soit dit en passant, n'était pas gagné d'avance. Ce premier cap franchi, on attend d'autres victoires pour que les vœux de Félix Tshisekedi se réalisent, c'est-à-dire le réveil du léopard qui s'est longtemps assoupi. Mais l'on ne devait pas faire la fête, car le FMI a un œil regardant sur la manière dont chaque dollar reçu sera utilisé. Quant à considérer la bonne gestion des finances publiques, il y a fort à parier que chaque dollar reçu sera affecté à bon escient. Et le gouvernement Ilunkamba a un challenge à relever, celui du respect de l'échéancier convenu et surtout mener à bon port ce programme de référence pour espérer bénéficier d'appuis budgétaires substantiels. Et à la Chambre haute du Parlement, Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat, a échangé avec la presse étrangère sur toutes les activités de la session ordinaire. De son côté, le vice-président du Sénat a eu un entretien avec le chef de la délégation de l'Union européenne. Les questions liées à la mobilisation des recettes pour soutenir les institutions de la République ont été évoquées au cours de cette rencontre. Nada Chabani, Henri Amoury. La délégation des journalistes et de la presse étrangère qui ont relayé toutes les activités de la session ordinaire du Sénat félicite le président de cette Chambre haute du Parlement pour toutes les activités menées durant la session ordinaire et surtout ces initiatives d'innovation qui ont apporté une valeur ajoutée au fonctionnement du Sénat, la deuxième institution du pays. Pendant ces temps, le premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga, a conféré avec le chef de la délégation de l'Union européenne, Jean-Marc Chataignier. L'hôte du premier vice-président du Sénat a exprimé son souci de voir le raffermissement de la coopération entre le Parlement européen et le Parlement congolais. Il tient également au raffermissement de la coopération interparlementaire. Jean-Marc Chataignier a informé le premier vice-président du Sénat du financement additif de l'Union européenne dans la lutte contre Ebola. Le financement de l'Union européenne représente 620 millions d'euros sur la période 2014-2020. Nous venons d'ajouter, je l'ai d'ailleurs confirmé au président, une somme de 50 millions d'euros spécifique qui vient d'être décidée au mois de décembre pour soutenir le secteur de la santé, les programmes de santé dans les zones affectées par Ebola. Et nous avons également décidé d'apporter un financement dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Et puis nous avons aussi ensuite discuté de la façon dont on pouvait peut-être davantage mobiliser
les bailleurs de fonds pour soutenir l'action du président Tshisekedi, soutenir l'action du gouvernement, soutenir l'action de toutes les institutions en faveur du développement et de la paix en République démocratique du Congo. L'honorable Sami Badibanga a saisi cette opportunité pour souligner que l'appui de l'Union européenne en République démocratique du Congo tombe à point nommé car il va matérialiser la politique étrangère du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de la redynamisation de la coopération avec tous les pays partenaires de la République démocratique du Congo son cheval de bataille. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu reste préoccupante. Ce mardi, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a eu une séance de travail avec les élus de Béni. Juste après, Gilbert Kankondé a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Joël Indekewe. La Belgique compte soutenir la République démocratique du Congo dans la réforme de la police. Le tout dans ce condensé de Nadine Yangou. La réforme de la police intéresse le Royaume de Belgique qui compte soutenir la République démocratique du Congo dans ces domaines. L'ambassadeur de Belgique, Joe Indeku, a abordé cette question avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Gilbert Kankondé Malamba. Nous avons échangé évidemment sur la coopération bilatérale entre la Belgique et les RDC. Nous avons nous-mêmes connu une grande réforme de la police belge, également en matière de formation. Nous avons également connu des nouvelles techniques de formation. Et là, c'était une prise de connaissance, mais également de voir un peu quelles sont les possibilités de ce qu'on pourrait offrir. Il y a évidemment des possibilités que nous devons revoir maintenant et il faut commencer le débat également dans le cadre du programme qui a été présenté par le ministre et en coopération avec les autres bailleurs de fonds pour qu'il n'y ait pas de duplication des efforts qui se font d'un part et de l'autre. Le patron de la territoriale tient à la mise en œuvre de cette réforme qui fait de la police nationale congolaise une police républicaine, professionnelle et respectueuse des droits pour la protection des personnes et de leurs biens. Plusieurs quartiers de la ville de Kisangani et Achopo sont inondés depuis plusieurs jours. Des inondations causées par la crue du fleuve Congo, consécutives à des pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville. Les habitants de ce coin du pays ne savent plus à quel sein se vouer. Ils lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités compétentes. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Achopo. Suivez. Kisangani, voilà son visage de ces derniers jours. Le fleuve Congo sort de son lit, menace plusieurs quartiers et endroits stratégiques de la ville. Ici, nous sommes à l'entrepôt de la SCPT, ex-Onatra, envahi par les eaux dans sa majorité. Conséquence, les bureaux sont fermés. Une même situation se remarque aussi au niveau de la centrale hydroélectrique de la Chopo. Une menace des eaux au risque d'arrêter la fourniture du courant électrique sur toute l'étendue de la ville de Kisangani, à en croire les responsables de la Société nationale d'électricité. Une situation d'inondation à laquelle ces jours laisse vider les habitations de ses occupants. Le commissaire fluvial, de son côté, affirme mesurage à l'appui. Les eaux du fleuve montent d'une hauteur de 20 cm par jour. Avec cette allure, plus que 5 jours, toute la ville sera sous les eaux, poursuit-il. Un phénomène naturel qui justifie ces jours la ronde du gouverneur de province ad intérim, Maurice Abibou Sakapela Bidmungamba, se rend compte de la situation dramatique que connaît la ville. Nous sommes en train d'observer une montée vertigineuse des eaux du fleuve Congo qui déborde les lits. Et alors, nous devons prendre des dispositions qui s'imposent pour essayer de prévenir le danger inhérent à cette situation. Face à cette montée vertigineuse des eaux, avec son lot de conséquences, le gouvernement provincial joue à l'anticipation, inspecte les sites où, au cas échéant, seront relogés les sinistrés. L'autorité provinciale en profite pour lancer cet appel à la solidarité nationale. La situation est grave, reconnaît Maurice Abibou Sakapela. Face à cette calamité naturelle, appelle la population riveraine à la prudence. Lance à cette occasion un SOS pour que la solidarité nationale s'organise en faveur des sinistrés qui se comptent déjà à des milliers. Les délestages récurrents dans la ville-province de Kinshasa peuvent prendre fin, à en croire la direction générale de la SNEL qui a commis ses experts pour la réhabilitation de la centrale Inga 2. Yvette Makuntima et Dichala nous fait le point.
La tâche est ardue mais pas impossible. La réhabilitation et modernisation du groupe 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2, mise en service en 1982, illustre bien l'état d'esprit qui anime les staffs dirigeants de la SNEL SA, dont la partie émergée de l'iceberg s'est traduite par cette campagne 100 jours, 1000 lumières. Dès lors que la pose du rotor des 460 tonnes est intervenue, les rotors, cette partie mécanique de la machine qui interagit avec la partie fixe appelée stator, les travaux lancés en mai 2018 se poursuivent sans interruption, comme l'affirment les chefs de la centrale d'Inga 2. Et nous pensons que d'ici mi-mars, on va commencer avec des essais sur le groupe G28. Ces essais de mise en service prennent généralement 2 à 3 mois. Si tout va bien, s'il n'y a pas un petit retard, nous pensons qu'au mois de mai 2020, on peut avoir le groupe G28 pour les autres. Il faut éviter les pires, d'autant plus que les retraits d'une machine du réseau G24 a entraîné une baisse considérable de la production qui a impacté négativement sur la population. Fort heureusement, la SNEL SA, dirigée par Jean-Bosco Kayombo Kayan, entrevoit l'entretien des machines une fois réhabilitées pour tenir en termes de fonctionnement pendant 30 ans ou plus. À la fin de ces travaux, Inga 2 verra ces 7 machines sur 8 remises en selle pour enfin atteindre l'objectif 0 délestage, 0 poche noire en RDC. Cependant, les travaux du G28 sont exécutés par 2 entreprises, Andriz Hydro et Alstom. L'amélioration du transport routier est l'une des priorités du gouvernement de la République. Pour ce faire, une délégation du ministère du Transport et Voies de communication s'est rendue en Corée du Sud. Sur place, la délégation a visité l'usine de fabrication et de montage des bus de marque Daewoo. Reportage de Vital Panga. Le séjour de la délégation du ministère des Transports et Voies de communication en Corée du Sud est bénéfique dans le secteur des transports. Conduite par Florent Kabouba Manfou, directeur de cabinet du ministre des Transports et Voies de communication, cette délégation avait pour mission de visiter les installations de l'usine de fabrication et montage de bus de marque Daewoo, basée à Ulsan, ville située à 300 km de Séoul. Après un briefing avec le comité directeur, Daewoo s'en est suivi la visite proprement dite qui a permis à la délégation congolaise de comprendre toutes les étapes de fabrication de bus. Ce, avant la signature d'un protocole d'accord, le ministre des Transports et Voies de communication Didier Mazenga Mukanzu avec le groupe DAO en janvier 2020, selon le vœu du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du transport l'une de ses priorités. La délégation du ministère des Transports et Voies de communication ayant effectué la mission exploratoire en Corée du Sud comprenait M. Florent Kabouba Manfou, directeur de cabinet et chef de la délégation, le directeur général intérimaire de Transco, Andri John, les conseillers maritimes Katawanga, les directeurs de presse et communication Martin Kilabi Kapata et l'assistant du directeur de cabinet Vital Bakayula. Pour rappel, l'usine Daewoo a été créée en 1955 et en 2018, elle a vendu 2000 bus, notamment au Ghana et au Soudan du Sud. Toutes nos excuses pour la qualité des images filmées par un amateur. Je l'ai dit en titre, les membres de l'exécutif provincial de Kinshasa sont depuis ce matin à l'école de formation pour le renforcement des capacités sur la nouvelle procédure consacrée par la loi relative aux finances publiques et les principales innovations du cadre juridique des recettes et des dépenses publiques. Eric Kabamba, Eric Inzouzi. Un atelier de 3 jours pour outiller suffisamment le membre de l'exécutif provincial de toutes les notions liées à la gestion du budget provincial 2020 déclaré recevable dernièrement par l'Assemblée provinciale. Experts en matière de gestion publique axés sur le résultat, les comités d'orientation de la réforme publique, COREF, à travers son projet Profit Congo, va partager sa riche expérience et connaissances sur plusieurs thématiques, notamment la nouvelle procédure consacrée par la loi relative aux finances publiques et les principales innovations du cadre juridique des dépenses publiques. L'objectif de cet atelier organisé par la Banque mondiale est d'améliorer la gouvernance de l'exécutif provincial pour la rendre saine. Venu lancer ces travaux, le ministre provincial du budget a salué cette initiative qui permettra aux participants de maîtriser toutes les chaînes des dépenses publiques liées à l'exécution du budget.
Ces renforcements de capacité des acteurs impliqués dans la gouvernance de la ville permettra de rendre les gouvernements provinciaux efficaces, capables d'avoir les résultats en temps réel, a fait savoir le coordonnateur du COREF, Godefroy Missinga. Et nous allons aborder dans le cadre de ces séminaires la gestion des finances publiques. Il faudrait que les ministres comprennent quels sont les principes qui sous-tendent la gestion des finances publiques. Mais aussi, il sera question qu'on évoque la thématique sur le système de passation de marché. Il faudrait donc échanger avec les membres de l'exécutif provincial quels sont les principes ou les règles de passation de marché. Au terme de cet atelier purement technique, le gouvernement provincial pourra certainement améliorer sa mobilisation accrue de recettes publiques. Et dans la province de Lualaba, les activités du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie se portent bien. Les membres du caucus des députés de Lualaba, sénateurs et notables se sont réunis autour du gouverneur de province Richard Mouyej pour faire une évaluation. La rencontre a eu lieu à l'hôtel Sultani Oscar Mbal. Nadine Kilocho était présent. Députés et sénateurs notables de la province du Lualaba ont marqué un temps d'arrêt pour réfléchir sur la marche du parti, le PPRD, dans leur province. C'est à la lumière des instructions du secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, assorti de nouvelles mises en place dans les nouvelles structures du PPRD. Cette réunion présidée par le fédéral Richard Mouyej Manguez-Mans a regroupé les membres du caucus des députés nationaux et provinciaux issus de la province du Lualaba en séjour à Kinshasa. Notre ambition, c'est de conforter davantage la position du PPRD dans le Lualaba. Pour conforter davantage cette position, nous devons nous conformer aux instructions du parti. Instructions issues des dernières restructurations du parti. Les dernières restructurations mettent en place des structures nouvelles. Et nous devrions nous concerter à ce sujet pour savoir comment les choses allaient se mettre en place chez nous à partir du secrétaire exécutif national, du secrétaire provincial, l'exécutif provincial et des autres animateurs du parti dans le Lualaba. De nouvelles stratégies ont été peaufinées pour asseoir solidement les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans la province du Lualaba. Le gouvernement congolais a lancé l'opération de numérisation des services administratifs de l'État. La cérémonie a eu lieu au cours d'un forum organisé par la Banque and Investment. Le ministre des Pétentique a encouragé les entreprises qui se sont déjà lancées dans la numérisation de leurs services. Reportage. La deuxième édition des Bank and Investment Forum s'est penchée sur la numérisation et la digitalisation des services administratifs congolais pour éviter les fraudes et maximiser les recettes. Avec comme thème la monétique, ce forum organisé par l'agence Breakfast Connection à Pullman Hotel vise à stimuler les entrepreneurs et les consommateurs à digitaliser et à numériser leurs services. Le directeur du cabinet adjoint au ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, M. Edouard Makumbu Landoualoussou, a salué les organisateurs pour cet espace d'échange entre les acteurs des finances et des banques afin d'améliorer leurs prestations dans les secteur du numérique. Des temps forts ont marqué ces assises. D'abord, les exposés dans différents panels sur, entre autres, la numérisation des services publics, sur des solutions monétiques au service des commerçants et professionnels et enfin sur l'interopérabilité des services numériques. Ensuite, la soirée des galants en l'honneur des banques qui ont excellé dans la digitalisation de leurs produits et services. Le ministre des PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba, affirme que le numérique s'impose au monde que nous le voulons ou pas. Parmi les vecteurs qui fonderaient le développement de ce pays, il y a le numérique. Pour être solide, efficace, efficient par rapport au numérique, nous devons avoir les infrastructures qu'il faut. Ça nous fait défaut, ce n'est pas une fierté de le dire au niveau du pays pour le moment, mais vous devez savoir que nous sommes résolument déterminés à aller vers les infrastructures et puis le contenu va suivre. Les banques qui ont excellé ont reçu différents prix, notamment les prix de l'interopérabilité, les prix des banques de proximité et tant d'autres prix.
Dans le cadre de la croisade anticorruption lancée par le ministre de la fonction publique à travers l'Observatoire de surveillance et de la corruption et éthique professionnelle, le ministère de la fonction publique a organisé une porte ouverte ce mardi au grand public. José Baïtombo. Une journée porte ouverte au ministère de la fonction publique pour permettre au grand public de s'imprégner de réalité de la réforme de l'administration publique telle que décidée par le gouvernement. Dès l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, en passant par le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, pour ne citer que cela, toutes ces structures ont été prises d'assaut par des visiteurs. Par cette initiative, le ministère de la fonction publique, à travers l'OCEP, vise à rapprocher l'administration du grand public. Nous voulons que cette administration soit beaucoup plus proche de l'administré. C'est pour permettre à toute notre population congolaise de savoir ce qui se passe au niveau de la fonction publique dans le cadre de la réforme qui est en cours. À travers la vision du chef de l'État qui porte sur l'amélioration du social de la population, la fonction publique a une part très importante. Cette initiative requiert l'assentiment de tous les visiteurs. C'est une initiative rare, c'est une initiative empreinte de plusieurs significations. Mais c'est également une initiative que les fonctionnaires eux-mêmes appelaient de tous leurs vœux. Vous le savez, c'est pratiquement la première fois que les fonctionnaires ont cet accès à leur bâtiment, à leur propre bâtiment, pour se rendre compte du travail qui est fait, pour se rendre compte de l'état d'avancement de la réforme, mais également pour servir d'une vitrine à la réforme, mais également pour renforcer la culture de transparence que son Excellence Madame la Ministre de la Fonction publique voudrait imprimer. Signalons que cette journée porte ouverte est organisée dans le cadre de la croisade anticorruption initiée par le ministère de la Fonction publique à travers l'Observatoire de surveillance et des luttes contre la corruption. Et puis, le ministre de l'Environnement et Développement durable a procédé au lancement des travaux du plan national stratégique, un groupe thématique qui comprend 6 ministères, une disposition qui accorde au gouvernement congolais les prérogatives de concertation avec les partenaires techniques et financiers. Le secteur privé et la société civile vont veiller sur la mise en place des politiques et stratégies de développement. Lopez Kakouba pour le reportage. Dans son adresse, la vice-ministre de l'Environnement et Développement durable, le docteur Jeanne Ilunga-Zaïna, qui a conduit cette réunion, a salué l'implication des différentes parties prenantes qui ont répondu présents à cette rencontre de grande envergure. Signalons que ces groupes thématiques comprennent 6 ministères, celui de l'Environnement et Développement durable, du plan, de l'énergie et hydrocarbures, du tourisme, de l'agriculture et celui des mines, ainsi que des partenaires nationaux et internationaux et des ambassadeurs. Ce processus devra requérir impérativement l'implication de toutes les parties prenantes à travers les groupes thématiques sectoriels en vue de garantir le consensus sur ce document d'intérêt national et, par ailleurs, le succès dans la phase de mise en œuvre. C'est pourquoi le comité de pilotage a décidé de réactiver les groupes thématiques sectoriels et a recommandé au ministre président de convoquer les réunions de leurs groupes respectifs afin, primo, de les préparer à la validation du plan national stratégique de développement dont les travaux techniques sont en cours et secondo, de finaliser leur organisation interne avec l'accompagnement technique du secrétariat d'appui à la coordination des groupes thématiques. Pour tout dire, cette réunion s'inscrit en prélude de l'application du plan national stratégique de développement axé sur les priorités du développement actuel, notamment sur les changements climatiques, la protection de l'environnement et la conservation de la nature, ainsi que l'économie forestière. La communauté des États d'Afrique centrale est appelée à devenir une organisation régionale viable et forte. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et des pays membres consacré à la réforme de la CEAC s'ouvre demain à Libreville, au Gabon. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, est arrivé ce mardi à Libreville. Giscard Koussema. Deuxième vice-président de l'Union africaine chargé de la zone Afrique centrale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne pouvait pas ne pas participer au sommet des chefs d'État et des gouvernements de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Arrivé à Libreville en début de soirée,
les chefs de l'État étaient accueillis à l'aéroport Léomba par le Premier ministre du Gabon, Kogé Bekale. Convoqué par le président en exercice de la CEAC et président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ce sommet extraordinaire est consacré à l'examen et à l'adoption de plusieurs textes relatifs à la réforme de cette organisation régionale, tel que décidé lors du dernier sommet de Djamena en mai 2015. Les buts poursuivis par cette réforme est de faire de la CEAC une organisation régionale viable et forte, dotée d'un exécutif rénové. Ce lundi 16 et mercredi 17 décembre, les ministres membres des 11 pays de la CEAC ont apprêté les textes devant consacrer la réforme de cette organisation. Parmi les textes devant marquer la réforme institutionnelle figurent les protocoles du traité instituant la commission de la CEAC et les conseils de paix et de sécurité de l'Afrique centrale COPAX. Champion de l'intégration régionale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo se félicite de cette mutation de la CEAC. Ce mercredi au palais présidentiel, devant ses homologues des 11 pays membres, le président de la République prendra la parole en vue de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo. Sous son impulsion, son pays veut jouer un rôle de premier plan au sein de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à l'équipe rédactionnelle, particulièrement à Diane Balaka, qui a concouru à la rédaction de ce journal. Cédric Kenina et Simon Kinkolongo l'ont réalisé. L'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir.